Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Que diriez-vous de l'idée de créer un bordel en race campagne ? Ça serait original, hein ? Un lupanar en pleine forêt. Voici l'histoire de la tuerie de Bélade, dans les Landes, en 1985. J'ai écrit cette histoire avec O'Kiss, réalisation Céline Lebras. Europe 1. Christophe Ondelatte. Je vous emmène au cœur de la forêt des Landes, dans le sud-ouest, à Bélade, 100 habitants à l'époque. C'est là que le crime va avoir lieu, dans un relais de chasse, la Leyre, une ferme à colombage entourée de 500 hectares de forêt. Pendant la saison de la chasse, le week-end, il peut y avoir jusqu'à 40 chasseurs qui passent le week-end là, à traquer le sanglier, le faisan, le perdreau, le canard. Mais pas des gens du coin, hein. À la Leyre, il y a surtout des Bordelais, hein. Il y a presque que ça. Dans ce coin-là, je vous le dis, un Bordelais ne vaut pas mieux qu'un Parisien, c'est dire. Le 14 décembre 1985, tout un groupe de chasseurs a passé la journée à canarder, et en fin d'après-midi, ils rentrent chez eux, à Bordeaux. Quand la nuit tombe dans le relais de chasse, il ne reste plus que le gérant, Jean-Claude Bonnefond, sa compagne Lucienne Gousse et sa sœur Marie-France Lebert, plus Michel, le jeune garde-chasse. À table! On dîne, et vers 23h, chacun regagne sa chambre. 2 heures plus tard, à 1h du matin, Marie-France, qui ne dort pas, entend une voiture qui s'approche. Qui ça peut bien être à cette heure-ci ? Elle tend l'oreille, elle entend la porte de la cuisine s'ouvrir, et ensuite comme une bousculade, et puis un coup de feu. Elle se lève paniquée, 2e coup de feu. Et juste après, un râle. Elle croit reconnaître sa belle-sœur, Lucienne. Et là, le salon s'allume, et Marie-France, ni une ni deux, ouvre la fenêtre et saute dans la nuit. Et elle va se cacher dans un fourré à une 50aine de mètres. 3e coup de feu. Marie-France voit des silhouettes qui sortent en trompe de la maison, elle les voit monter dans leur voiture et partir. Et à un moment, la maison s'embrase. Alors elle court chez les voisins les plus proches pour appeler les secours. Les gendarmes arrivent 20 minutes plus tard, suivis des pompiers. À ce moment-là, le relais de chasse est un énorme brasier pétaradant. Bon, il n'y a plus rien à faire, hein. On va juste arroser partout autour et faut absolument qu'on empêche le feu de s'étendre à la forêt, hein. Et pendant ce temps, Marie-France essaye d'expliquer aux gendarmes ce qui s'est passé. Eh bien, ils étaient 3 dans la maison. Mon frère, sa compagne et le garde-chasse. Je pense qu'ils ont été tués tous. En tout cas, j'ai entendu des coups de feu. Les pompiers mettent plus de 10 heures à éteindre le feu qui a ravagé toute la ferme. Et vers midi, les gendarmes peuvent enfin commencer à fouiller les débris calcinés. Un premier corps est retrouvé en chien de fusil sur les ressorts de son sommier, comme s'il ne s'était pas réveillé avant de mourir. C'est le garde-chasse, Michel. Et après, les pompiers dégagent Lucienne, la compagne du gérant, calcinée à côté de ce qui devait être son lit. Et après, il faut déplacer beaucoup de débris et de gravats carbonisés pour retrouver le corps du gérant, Jean-Claude Bonnefond, allongé sur le ventre dans ce qui était avant la cuisine. Hé, regarde ce que j'ai trouvé. Une serpe, une sorte de serpe. Il a dû la prendre quand il a entendu du bruit. Il s'attendait pas sans doute à voir débarquer des hommes armés, hein. Dans l'après-midi, les 3 corps sont transportés à la morgue de Mont-de-Marsan. La première chose que font les gendarmes, évidemment, c'est d'entendre la rescapée, Marie-France Lebert. Bien, madame, vous pouvez nous dire d'où vous êtes originaire, vous, votre frère et votre belle-sœur ? On est de Bordeaux, tous les 3.
Et Michel, le garde-chasse aussi, il était de Bordeaux. Il faisait quoi dans la vie, monsieur Bonnefend, votre frère, avant de gérer ce pavillon de chasse? Et bien Jean-Claude et Lucienne, ils tenaient un bureau de tabac à Bordeaux. Et comment est-ce qu'ils en sont arrivés à tenir ce pavillon de chasse? Et bien au début des années 80, Jean-Claude, il venait beaucoup chasser à Bélade. Et quand en 1984, il a appris que le relais était à vendre, et bien il a vendu son bureau de tabac pour acheter le fonds de commerce du relais de chasse La Leyre, quoi. Et ils faisaient quoi exactement les uns et les autres dans ce relais de chasse? Eh bien, Jean-Claude, il s'occupait de l'élevage du gibier, et Lucienne, elle faisait les repas du chasseur. C'est une affaire qui marchait bien? Oui. Enfin, oui, d'après ce que je sais. Et le garde-chasse, Michel Lander, il était là depuis longtemps? Oh non, 8 mois, je dirais. Et quel était son rôle sur la chasse? Eh bien, il aidait Jean-Claude pour l'élevage des sangliers, des faisanes, des cailles, des canards. Il servait aussi au bar. C'était un peu l'homme à tout faire, quoi. Pour l'instant, on ne voit pas bien pourquoi ces trois-là ont été abattus. L'autopsie réalisée le lendemain à Mont-de-Marsan fait un peu avancer les choses. Bien. Les victimes ont toutes les trois une balle dans le crâne. C'est une véritable exécution, hein. Des professionnels, autrement dit. Ce qui n'étonne pas vraiment les gendarmes, hein. Ça fait un petit moment qu'ils avaient remarqué que le pavillon de chasse accueillait certes des chasseurs, mais pas que. Au fur et à mesure que progresse l'enquête, on découvre que Jean-Claude Bonnefond, le gérant de la chasse, et sa compagne, Lucienne Cousse, vivaient très aisément. Bateau, appartement sur le bassin d'Arcachon, nombreuses voitures de sport, un train de vie bien éloigné de leur activité réelle de commerçants presque retraités. Et puis aujourd'hui, on découvre aussi que le pavillon de chasse abritait beaucoup de discrètes allées et venues. Des visites qui, comme par hasard, avaient tout le temps lieu, justement, les jours de fermeture. Tous ces éléments donnent à penser que le couple de gérants avait quelques liens avec le milieu et certains, hier au soir, proches des milieux de l'enquête, parlaient d'un possible trafic de faux billets dont les ramifications remonteraient jusqu'à Paris. Mont-de-Marsan, Bernard Abadie, Europe 1. Ah, il y a une piste là. Les gens du village sont interrogés. Oh, on les connaissait pas, nous, ces gens. Le seul qu'on voyait, c'est Michel, le garde-chasse. Vous ne connaissiez pas le relais de chasse? Oh, que non. C'était luxueux, hein. C'est pas trop pour nous, hein, ça. Et puis, approchez-vous. On disait qu'il y avait des filles là-bas. Des filles qu'on faisait venir pour la soirée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on a bien compris, des putes, quoi. Là-dessus, l'enquête change de main. Le juge d'instruction la confie à la police judiciaire de Bordeaux. Et avant de passer la main, les gendarmes racontent aux flics de la PJ les doutes qu'ils avaient sur le pavillon de chasse depuis quelques mois. Ce qui nous a intrigués, tu vois, c'est que on voyait pas mal de grosses voitures qui allaient, qui venaient, des véhicules immatriculés à Bordeaux, à Paris. Et des grosses voitures, justement, il y en a 6 garées dans l'herbe, juste à côté du relais de chasse calciné. Et à l'arrière du relais, il y a aussi des caravanes, 3 caravanes. Les flics les fouillent une par une. Oh putain, regarde! Il se donnait du plaisir, hein, le gosse qui habitait ici. Des revues et des films porno, en veux-tu, en voilà. Et dans la caravane d'à côté, des fusils. Alors vous allez me dire, dans un relais de chasse, des fusils, rien d'anormal. Sauf qu'en passant les numéros de série au fichier, les poulets s'aperçoivent que l'un des fusils est signalé volé. Ça se confirme. Il n'y avait pas que des chasseurs ici. Les flics se lancent immédiatement à la recherche du propriétaire de ce fusil volé. Et donc ils interrogent les habitués du relais de chasse. Ce fusil? Eh bien c'est celui de Jean-Jacques. Jean-Jacques comment? Eh bien Jean-Jacques Horvat. C'est un pilier du relais de chasse. Demandez à Marie-France. Elle le connaît bien. Marie-France Lebert, effectivement, le connaît. Jean-Jacques Horvat, c'est un copain de mon frère. Enfin, c'était un copain de mon frère. Et à la Leyre, il était un peu chez lui. Il débarquait souvent à l'improviste.
avec sa bande, avec de grosses voitures, et avec ses copines aussi. Il avait sa chambre attitrée, et mon frère l'avait autorisé à garer sa caravane dans le jardin. Il venait souvent chasser. Chasser Horvat. C'est pas trop le genre à courir après les canards. Hein. Son gibier à lui, c'était plutôt les filles qu'il amenait au relais. Quel genre de filles? Il y avait des prostituées. La plupart du temps. Ça se confirme. Le relais de chasse de Bélade était en lupanat. Et d'ailleurs, vérification faite, ce Jean-Jacques Horvat est connu de la brigade de répression du banditisme. Écoute, ce que je peux te dire, c'est qu'on l'avait dans le viseur, hein. On pense qu'il était proxénète. On avance, les amis. On avance. Et là, que se passe-t-il, d'après vous? Eh bien, les flics, évidemment, vont interroger ce Jean-Jacques Horvat. Vous étiez habitué du relais de chasse de Bélade, n'est-ce pas, monsieur? Ah oui, oui. Depuis longtemps. C'est un lieu qui va beaucoup me manquer. C'est affreux, ce qui s'est passé là-bas. Vous étiez proche de Jean-Claude Bonnefond? Et comment? On était très amis, c'était un très bon ami. Que faisiez-vous samedi dernier, monsieur Horvat? Et justement, j'étais au relais de chasse. Jusqu'à quelle heure? J'en suis parti vers 6 heures. Et pour aller où? Et bien chez moi, à Bordeaux. Et vous avez fait quoi à Bordeaux? Et bien d'abord, je suis allé au resto, et le petit chef. Et puis j'ai fini la soirée au couche-tard. On fêtait l'anniversaire de ma copine Carmen. Vous pouvez vérifier. Hein. Les flics le trouvent, comment dire, un peu flambeur. Et pas très sympathique, mais ils le relâchent. Tout en gardant un œil sur lui, ou plutôt une oreille, puisqu'ils le placent sur écoute. Et dans la foulée, ils vont secouer leurs tontons, leurs indiques qui gravitent dans le milieu bordelais. Et l'un d'eux leur donne un putain de tuyau. Si j'étais toi, je m'intéresserais à un type qui s'appelle Jean-Bernard Barthélemy. D'après ce qu'on m'a dit un soir, il était bourré. Et il se serait vanté d'avoir fait le coup de Bélade. Pour le compte de Jean-Jacques Horvat. Dis-moi, éventuellement, t'aurais pas autre chose sur ce gars-là? Il a des amis? Oui. Un type qui s'appelle Ardani. Francis Ardani. Ardani? Ah ben on le connaît bien, celui-là. Il serait dans le coup. Je peux rien te dire de plus. Je t'en ai déjà trop dit. Et d'ailleurs, je t'ai rien dit. Hein. On est d'accord, hein? Moi, c'est juste pour te rendre service. Barthélemy n'est pas très difficile à localiser. Comme Horvat, il fréquente le restaurant Le Petit Chef. Quant à Francis Ardani, c'est une vieille connaissance des poulets bordelais, une armoire à glace employée comme videur dans les boîtes de nuit. Un type au tempérament chatouilleux, déjà condamné pour coups et blessures volontaires et pour extorsion de fonds. 2 enfants de cœur, donc, qui fréquentaient tous les deux la chasse de Bélade. Ça sent bon, les amis. Ça sent bon. Cinq mois après le triple meurtre, les policiers interpellent Horvat, Ardani et Barthélemy, et tant qu'à faire le beau-fils, Pascal Maillet, commençons par assister à l'interrogatoire de Jean-Bernard Barthélemy. Les flics y vont au début en douceur. « Dis-moi, Barthélemy, on m'a dit que tu aimais la chasse et les landes. » Ah, ça c'est vrai, oui. Et les landes, c'est là que je vais à ma case. Là-dessus, un inspecteur entre dans le bureau. « Dis, viens voir, j'ai un truc à te dire. » Le petit Pascal Maillet, là, à côté. Il vient de se déballonner devant nous. Il nous a balancé Barthélemy. L'inspecteur qui interroge Barthélemy revient dans le burlingue. « Dis-moi, Barthélemy, il y a du nouveau. Ton gentil beau-fils Pascal Maillet vient de te balancer. » « Ah bon? D'accord. J'ai pas eu le choix. C'est Ardani qui m'a forcé la main. Déjà au placé lui avait demandé de descendre au Bonnefond et de foutre le feu à la chasse de Bélade. J'ai fait ce qu'ils m'ont demandé.
Mais pourquoi tuer Bonnefond, Barthélemy? Eh bien, Ardani m'a dit qu'il savait des choses, qu'il était trop bavard, qu'il risquait de balancer, quoi. Quel genre de choses? Ça, je sais pas. Ardani ne me l'a pas dit. Hein. Alors, le triple meurtre, c'est vous et votre beau-fils Maillet. Eh bien, oui, voilà. Il raconte que le soir du 14 décembre, il a pris sa 22 long rifle et 10 cartouches, et que son jeune beau-frère Maillet a pris lui une carabine 9 mm, et qu'ils ont pris la route de Bélade. Qu'en chemin, ils se sont arrêtés pour faire le plat, qu'ils en ont profité pour remplir un jerrycan, qu'arrivés à Bélade, ils ont frappé à la porte du relais, et que Jean-Claude Bonnefond leur a ouvert. Et pan! Ensuite, les deux rechargent leurs fusils, ils vont dans la chambre de Lucienne, et pan! Et après, pan, ils ont tué le garde-chasse et son chien. Et après, je suis allé chercher le jerrycan d'essence et je l'ai vidé dans la salle à manger. Et puis j'ai craqué une allumette et avec Pascal, on est parti. Il a été bien bavard, ce Barthélemy, merci. Les deux autres, en revanche, Horvat et Ardani, des carpes. Bien, messieurs, vous connaissez la musique, nous allons vous déférer devant monsieur le procureur, et ensuite, sans doute, vous déférera-t-il devant le juge d'instruction en vue d'une mise en examen. On y va? Il n'y a pas quelque chose qui vous titille dans ces aveux? Enfin, concentrez-vous, faites chauffer vos neurones. Barthélemy prétend qu'ils étaient deux, lui et son beau-fils. Or, la rescapée de la tuerie, Marie-France, a toujours dit qu'ils étaient trois. Alors, une fois dans la voiture, l'inspecteur essaye de pousser le bouchon un peu plus loin. Dis-moi, Barthélemy, tu nous as dit que vous étiez deux sur le coup. Mais nous, on nous a parlé de 3 personnes. Ah ouais. J'avais oublié le 3e. C'est Jean-Pierre Alario. C'est qui, ce type? Eh bien, c'est le serveur du Petit Chef. Alario est interpellé le lendemain. Et en garde à vue, il avoue qu'il y était lui aussi. Barthélemy, Maillet et Alario sont inculpés pour assassinat et incendie volontaire, et Horvat et Ardani pour complicité. Bon ben maintenant, a priori on a les 3 tueurs, mais les 2 autres, Horvat et Ardani, quel a été leur rôle? Des commanditaires probablement. Et puis on ne sait pas non plus pourquoi. Pourquoi cette tuerie? Pour tenter de dénouer ce sac de nœuds, le juge d'instruction les fait venir un par un dans son bureau. En commençant par le plus tendre, Pascal Maillet, qui n'a que 22 ans. Vous savez, mon beau-père, Barthélemy, c'est pas trop un type avec lequel on discute, hein. Lui, il m'a dit, prends ta carabine, j'ai fait ce qu'il me demandait. Et je le suivis, je sais rien d'autre. Il vous a dit ce qu'il allait faire? Il m'a dit qu'on allait intimider des gens du relais de chasse. Quant à Jean-Pierre Alario, il dit que Barthélemy l'a appelé vers minuit et qu'il a juste accepté de lui rendre service sans savoir de quoi il s'agissait. Le juge organise une reconstitution et là, on avance un peu. Barthélemy balance Ardani. Et bien avant de quitter Bordeaux, je l'ai appelé pour recevoir des instructions, quoi. La reconstitution se poursuit au relais de chasse. Maillet dit que c'est lui qui a abattu Jean-Claude Bonnefond. Quand il a ouvert la porte, il avait sa serpe à la main. Et moi, je me suis senti menacé, quoi. Alors j'ai tiré. Et après, je suis allé dans la chambre du garde-chasse et je l'ai tué lui aussi. Ok. Passons à Jean-Pierre Alario. C'est pas vrai ce qu'il dit Pascal. C'est moi qui l'ai tué, Bonnefond. Et après, j'ai tué sa femme. Elle est bien bonne, celle-là. Ils sont en train de se tirer la bourre pour savoir qui a tué le patron du relais de chasse. Et vous remarquerez que Barthélemy n'a tué personne. Et ça, les flics et les magistrats ont un peu de mal à le croire. Ils le couvrent. Manifestement, ils le couvrent. Alors je vous passe les détails de la suite.
Les 5 lascars changent de version tous les 4 matins. Bref, voilà à peu près le scénario auquel arrive le juge à la fin de son instruction. Jean-Jacques Horvat, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il était macro, voulait étendre ses petites affaires au relais de chasse de Bélade. Un bordel au milieu des bois, dans ce coin complètement paumé des Landes. Il a commencé par avancer ses pions en amenant des filles le week-end. Au début, il les a présentés comme des amis. Et puis, il a fini par abattre son jeu et par dire à Bonnefond que c'était des putes. Et que ça serait peut-être une bonne idée d'organiser des petits week-ends coquins où, sous prétexte de chasse au canard, on s'intéresserait plus aux poules. Ben quoi, tant que c'est de la volaille, qu'est-ce que ça change? Mais ça, Jean-Claude Bonnefond, il n'en a pas voulu. Il s'était pas escagassé pendant des mois à élever des sangliers, des faisans et des cailles pour se retrouver avec un poulailler. Alors il a dit non. Et a priori, c'est ça, le moteur du crime. Horvat en a beaucoup voulu à Bonnefond de ne pas vouloir s'associer avec lui dans ce projet de bordel de campagne. Alors il a demandé à Barthélemy de s'occuper de Bonnefond. Et Barthélemy a fait ce qu'il fallait. D'autant que Barthélemy avait lui aussi un compte à régler avec Bonnefond. Lui, c'est pas les filles qu'il planquait au relais de chasse de Bélade. Lui, c'était des armes, des fourrures et des voitures. Et il avait peur que Bonnefond finisse par le balancer aux flics. Alors du coup, le buter l'arrangeait aussi. Ah ben voilà. Vous savez tout. Sachant qu'Horvat et Ardani ne sont pas du tout d'accord avec cette version. Et contre eux, en dehors des aveux fluctuants des 3 autres, il n'y a pas beaucoup de preuves, hein. Avant de passer au procès, il faut quand même que je vous raconte ce que l'enquête révèle sur ce Jean-Bernard Barthélemy, parce que c'est assez croquignolé. Un jour, Barthélemy s'est remarié avec une femme qui avait 5 enfants. Il a donc écopé de 3 beaux-fils et de 2 belles-filles. Et ces beaux-fils, ah ben vous en connaissez un, c'est Pascal. Et il leur a appris le métier, comme on dit, hein. Comment voler de l'essence, comment neutraliser des systèmes d'alarme, comment piller des entrepôts, comment cacher des armes. Un des gamins raconte qu'un jour, son beau-père lui a appris à découper des voitures au chalumeau pour le compte de Francis Ardani. Ah, c'est un pédagogue, hein, ce Barthélemy. Quant à ces belles filles, vous me voyez venir, n'est-ce pas? Vous avez compris que c'est pas la morale qui l'étouffe, Barthélemy. Ces belles filles, il les a mises dans son plumard. Il y en a même une à qui il a fait un enfant. Sympathique, hein, ce Barthélemy, non? Vous trouvez pas? Oh, vous avez mauvais goût. Le procès des tueurs de Bélade s'ouvre à Mont-de-Marsan le 13 novembre 1989. Et on est d'accord que pour Barthélemy, Alario et Maillet, qui ont avoué avoir tué, les carottes sont cuites. Donc ce procès est surtout celui de Francis Ardani et de Jean-Jacques Horvat. Quel a été leur rôle respectif? Marie-France Lebert vient à la barre. Je maintiens qu'Horvat a proféré des menaces de mort contre mon frère. Et là, Jean-Jacques Horvat bondit dans son box. Pourquoi tu dis ça, Marie-France? Tu sais bien qu'on était bons amis. Pourquoi j'aurais voulu le tuer? Et d'ailleurs, les avocats d'Horvat font venir un témoin qui assure que la dispute entre Horvat et Bonnefond était beaucoup moins violente que Marie-France ne l'a raconté. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'ils se sont juste tous pillés, quoi. Rien de plus. L'avocat général riposte en produisant le casier judiciaire du témoin. Je fais remarquer à la cour que le témoin a un casier judiciaire riche en condamnations diverses, dont une condamnation pour faux témoignage. Et puis arrive à la barre un expert sollicité par le juge d'instruction. Un expert psychanalyste. De belle allure, hein, la cinquantaine, le port altier, les cheveux gris gominés, des frisettes sur la nuque. Il s'appelle Gérard Pézé d'Espagnac. Et il livre son analyse devant un public en pâmoison. Il pense connaître le fonctionnement du groupe.
Le chef incontestable de la bande est Horvat, à qui Ardani rêve de ressembler. Et pour ce faire, il tâche d'inspirer le même respect à Barthélemy, dont il a fait son subalterne. En réponse, Barthélemy admire Ardani et le respecte. Et donc Barthélemy assoit son ascendant sur les deux petits jeunes, qui, à leur tour, le craignent et le respectent. Et donc cette chaîne d'influence permet à Jean-Jacques Horvat d'obtenir l'assassinat du gérant de l'achat. Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte. Voici une histoire à tiroir, qui commence par une agression à coups de couteau et qui se termine par un meurtre. Celui d'Annick Lamarque dans les Landes en 2009. C'est une histoire dont le petit moteur est assez étonnant. Le meurtrier tue Annick pour lui prendre sa voiture et aller rejoindre l'amour de sa vie. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1. Christophe Ondelatte. C'est l'histoire d'un homme qui a un rencard. Un rencard avec une gonzesse qu'il a levée sur Internet. Une réunionnaise, Marie. D'après sa photo, elle est super sexy. Alors cet après-midi de décembre 2009, quand cet homme qui s'appelle François Garcia sort de chez lui à Albi dans le Tarn pour la rencontrer enfin, je peux vous dire qu'il a des étoiles dans la tête. Il monte dans sa voiture, il démarre, il fait quelques centaines de mètres. Qu'est-ce qui se passe ? Sa voiture a un truc qui cloche, un problème de direction manifestement. Alors il se gare, il descend, il fait le tour de la voiture. Oh putain de bordel de merde! L'une de ses roues arrière est crevée. Il va arriver en retard à son rencard. Faut se dépêcher. Alors il sort le cri. Il commence par dévisser les boulons. Moi j'en profite pour vous le dire, faut d'abord dévisser les boulons avant de monter la voiture. Fin de la parenthèse. Et là, un type arrive. Je peux vous donner un coup de main si vous voulez pour changer la roue. Non merci, ça sera pas utile, je vais me débrouiller tout seul. Mais le type ne s'en va pas. Il reste là, pas loin, à rôder, à l'observer. François Garcia se dit, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Et là, d'un coup, l'autre se jette sur lui et tchac, il lui assène un coup de couteau dans le dos. Le sang se met à couler. Non mais ça va pas, non? Et là, ni une ni deux, François Garcia lui balance en retour 2 grands coups de pied dans le thorax. Bim, bam. L'autre tombe à terre, une lutte s'engage, et là, l'autre lui assène 2 coups de couteau de plus. Tchac, tchac. Et puis il s'en va en hurlant. Tu vas crever, connard! Tu vas crever! Et là, il s'assoit dans la voiture de François Garcia et il se casse avec. Et Garcia, lui, il pisse le sang, il se voit mourir. Il aperçoit une pharmacie au loin, il est très faible, il y va à petits pas. Il arrive à la pharmacie, la porte coulissante s'ouvre et il s'écroule au sol. Au secours! Au secours! Venez m'aider! Le pharmacien commence à lui prodiguer les premiers secours. Mais la blessure est sérieuse, il saigne beaucoup. Il finit par appeler les pompiers et la police. Les pompiers arrivent en premier. Ils placent François Garcia sur un brancard. Il a juste le temps de leur dire « S'il vous plaît, vous pouvez appeler la femme avec laquelle j'avais rendez-vous ? Voilà son numéro. Dites-lui que j'ai eu un accident. » Heureusement, la plaie dans le dos n'est pas trop grave. Les pompiers sont en train de le charger dans leur VSAB quand arrivent les flics. « Bonjour monsieur. Dites avant de partir pour l'hôpital, vous pouvez nous dire brièvement ce qui vous est arrivé ? J'ai crevé, j'étais en train de changer mon pneu. Il est arrivé, il m'a donné un coup de couteau. Et après, 2 autres coups. Et vous le connaissez cet homme ? Un homme, pas du tout. Je l'ai jamais vu. Ça serait donc un acte totalement gratuit ? Un fou en liberté ?
Ou alors c'est un règlement de compte, c'est possible ça. Une histoire de drogue, de banditisme. Les flics interrogent leurs fichiers. On n'a strictement rien sur ce gars-là, hein. Rien du tout. Du coup, les flics vont le voir à l'hôpital. Dites, monsieur, ça va pas être long, hein. Vous pouvez nous le décrire, votre agresseur? Vous pourriez nous aider à réaliser un portrait robot, vous pensez? Je peux vous dire qu'il était maigre, mais j'ai à peine vu son visage. Il avait le col de son blouson relevé et un bonnet enfoncé sur la tête. Aucun détail physique que vous pourriez nous donner? Si, il avait les yeux clairs. Autant vous dire que les policiers sont circonspects. Est-ce que le type a fait ça 3 coups de couteau juste pour voler la voiture? Mais alors, pourquoi est-ce qu'il lui a dit « Tu vas crever, connard » ? En attendant d'y voir plus clair, une information est ouverte pour tentative de meurtre. Les policiers, évidemment, retournent sur les lieux, au bord de la route. Ils cherchent des indices. Et là, un jeune homme arrive et il vient les voir. « Bonjour, monsieur. Voilà, je suis le fils de Marie, la femme avec laquelle François Garcia avait rendez-vous. Je suis venu parce que ma mère m'a dit ce qui s'était passé. Je voulais voir où c'était, quoi. » Et là, le gamin leur fait une sacrée révélation qui ouvre une sacrée piste. Le type qui l'a agressé, là. Je sais pas, hein, mais je me dis que peut-être ça pourrait être l'ex-compagnon de ma mère. Il accepte pas trop la séparation. C'est intéressant, ça, monsieur. Il s'appelle comment, l'ex-compagnon de votre mère? Il s'appelle Fabien. Fabien Tellier. En voilà une piste qu'elle est intéressante. D'autant que le gamin, dans la foulée, raconte une scène survenue quelques semaines plus tôt. Pour vous dire à quel point il n'acceptait pas la séparation avec ma mère, il y a quelques semaines, il s'est carrément enfoncé un couteau dans le ventre, devant elle, devant ma mère et devant ses enfants. Si on suit cette piste, ça serait donc un crime passionnel, un crime dont le moteur serait la jalousie. En tout cas, les policiers prennent cette piste très au sérieux et le soir même, ils convoquent la fameuse Marie pour l'interroger. Bien, votre fils, madame, nous dit que vous aviez des problèmes avec un ex-compagnon, un certain Fabien Tellier. Vous confirmez? C'est vrai que j'ai vécu avec lui quelques mois et que depuis que je lui ai dit que je voulais le quitter, c'est pas facile, hein. C'était quand, ça? Il y a 2 mois. Je lui ai dit que je voulais plus vivre avec lui. Et depuis, il supporte pas, hein. Il m'espionne, il me harcèle au téléphone. Il est même venu planter des roses dans mon jardin pour prouver qu'il m'aimait. Et il fait quoi, ce Fabien Tellier, dans la vie? Il est chauffeur-livreur. Et il habite où? Il habite pas du tout dans la région, il habite à Souston, dans les Landes. Et là, la jolie Marie leur remet une photo de l'oiseau, une photo que les policiers vont tout de suite montrer à François Garcia à l'hôpital. Vous pouvez regarder ce cliché, monsieur, s'il vous plaît? Allez-y, prenez votre temps. Est-ce que c'est l'homme qui vous a agressé? Je sais pas, je suis pas sûr. Ça peut être lui, mais je suis pas sûr. Il lui ressemble, hein. Mais est-ce que c'est lui? Je peux pas vous dire. Mais les policiers ne lâchent pas la piste. Ils demandent à l'opérateur téléphonique de Tellier de leur transmettre la fadette de son téléphone portable. Les appels qu'il a passés, ce qu'il a reçus, et surtout le bornage de son téléphone le jour de l'agression. Hop, c'est lui, les gars, c'est lui. Il a fait la route entre Souston et Albi la veille de l'agression. Hein? Et mieux que ça, à l'heure de l'agression, il était bien dans le quartier Campo à Albi. Si c'est lui, ça n'est plus une tentative de meurtre. On est dans une tentative d'assassinat. L'histoire d'un type qui a fait 350 km pour dézinguer le nouveau chéri de son ex. Enfin, le nouveau chéri, n'allons pas trop vite, hein, ils ne s'étaient même pas rencontrés.
Ils étaient sur le point de se voir pour la première fois. Ça mérite 3 coups de couteau, ça. Toujours grâce au bornage du portable, les policiers savent aussi que depuis l'agression, Tellier est rentré chez lui dans les Landes. Et il y est toujours. Eh ben, il n'y a plus qu'à aller le cueillir. 3 policiers prennent immédiatement la route de Souston. Arrivés sur place, ils vont tout droit jusqu'à la résidence où il habite. Une grosse résidence de plusieurs immeubles. Et à peine arrivé, ils le voient, dehors dans une allée. Un type qui lui ressemble en tout cas. « Monsieur Tellier ! Monsieur Tellier !» Le type se retourne, il voit les policiers. Et là, il attrape un objet dans sa poche, il le balance dans les buissons. Ni une ni deux. Les policiers le neutralisent, ils le menottent, et ils vont voir tout de suite ce qu'il a jeté. C'est un jeu de clés de voiture, les gars. Des clés BMW. Ok, fouillez-le. Et dans sa poche, il trouve la carte grise d'une BM et une attestation d'assurance au nom de Madame Annick Lamarque. Pourquoi est-ce que vous avez des clés d'une voiture qui ne vous appartiennent pas, monsieur ? C'est la voiture d'une amie. Elle est en vacances au Maroc et elle me l'a prêtée, quoi. Dans la foulée, les policiers l'emmènent chez lui pour une perquisition. Rien à dire. Et ensuite, ils cherchent la voiture, la BM. Elle ne doit pas être garée bien loin. Tiens, d'ailleurs la voilà, garée là. Alors maintenant, qui est cette Annick Lamarque ? Est-elle vraiment une de ses amies ? Elle habite pas loin, à quelques kilomètres de Souston, à Angresse, rue des Châtaigniers. Les policiers s'y rendent immédiatement. Ils arrivent devant une maison au volet fermé. Personne à l'intérieur. Bon, ils ont plus urgent à faire, hein. Il faut interroger ce Fabien Tellier. Alors ils le ramènent à Albi et ils attaquent son interrogatoire à 3h du matin. Il est là, dans la pénombre de ce bureau de police. Il a l'air ratatiné, épuisé. Et comme en plus c'est un picoleur, il est manifestement en manque. Les policiers tentent de le mettre en confiance. Ils lui parlent de tout, de rien, pour le chauffer, quoi. Mais quand il veut bien répondre, on ne comprend pas grand-chose à ce qu'il dit. Et puis d'un coup, il craque. C'est moi que j'ai attaqué l'autre à coups de couteau. François Garcia, là. C'est moi. Mais j'ai pas voulu le tuer, je voulais juste lui faire peur pour qu'il arrête de tourner autour de ma femme. Mais ça n'est pas votre femme, monsieur. D'accord, mais je l'aime. Je l'aime comme un fou. C'est avec elle que je veux faire ma vie, avec elle et pas avec une autre. Il n'a pas le droit de me la prendre. Depuis quand la connaissez-vous, cette femme ? Je dirais 10 mois. Je venais de divorcer, c'était pas facile, on a 6 enfants. Et puis j'avais perdu mon travail, j'étais au chômage, je buvais pas mal. Bref, ça n'allait pas bien. Je dirais que j'étais en dépression. Pour vous dire, la journée, j'ouvrais même pas les volets. Et alors je suis allé sur Internet, vous voyez, tous les jours. Et c'est là qu'il tombe sur la jolie Marie, une métisse réunionnaise aux yeux très clairs. Et il se voit pour la première fois un jour de la Saint-Valentin. Il se dit, c'est un signe. Le signe de l'amour pour toujours. Et rigolote avec ça, qui aime bien sortir, qui aime bien danser, chanter dans les karaokés. Bref, la femme de sa vie. La première fois que je l'ai vue, ça a été comme un coup de foudre. Elle a illuminé ma vie. Pour moi, ça a tout changé, quoi. Je revivais. Et c'est là que vous avez quitté les Landes. Eh bien oui, je suis allé m'installer à Albi avec elle. On a pris une petite maison en location. On était bien, quoi. Et en plus, j'ai retrouvé du travail. Du coup, c'est moi qui payais tout, le loyer, l'électricité, tout, quoi. Et elle payait rien. Et puis un jour, en novembre dernier, elle m'a dit, c'est fini. Ça a été, vous voyez, comme un coup de massue. Mieux que ça. Elle m'a dit, tu rentres à Souston. Elle a carrément changé le bail avec le propriétaire. Elle a tout mis à son nom, sans rien me demander. Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Et donc il est rentré à Souston, la queue entre les jambes, c'est le cas de le dire. Sachant qu'ensuite il raconte qu'elle le rappelle juste pour tirer un coup. Et lui il y va, c'est-à-dire qu'il fait 350 km, 700 km aller-retour, juste pour tirer sa crampe. Et c'est là qu'elle a trouvé ce type-là, sur Internet, François Garcia. Et elle m'a dit qu'elle voulait refaire sa vie avec lui. Ça m'a rendu fou. Fou. Il raconte que quand il l'a appris, il a voulu aller à Albi tout de suite. Mais que sa voiture a lâché, il a perdu une roue. Alors il a volé une voiture, c'est vous dire s'il était fou, une voiture anglaise avec le volant à droite. Et là, sur la route d'Albi, il s'est mis dans le décor, la guigne. Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé à ma copine Annick Lamarque, de me prêter sa voiture. C'est la BMW dont vous avez trouvé les clés. Mais comment a-t-il identifié le nouvel amant de sa chérie? Mystère, hein? Là-dessus, il n'a rien à dire. On peut imaginer qu'il est planqué devant l'appartement de sa Marie, que l'ayant repéré, il lui a crevé les pneus, et que l'autre, du coup, a dû s'arrêter sur le bas-côté, et qu'à ce moment-là, tchac, 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 il l'a poignardé. Mais monsieur Tellier, vous aviez prévu de le poignarder, monsieur Garcia? Non, pas du tout. Je savais pas ce que j'allais faire. Je savais pas si je devais lui parler ou quoi. J'avais les boules, quoi. Et puis comme j'avais le couteau dans ma poche, j'ai voulu lui donner une leçon. Je voulais pas en arriver là. Je voulais pas le tuer. C'est bon, Coco, hein? On a compris ton petit jeu. Tu fais parfaitement la différence entre des violences volontaires avec armes, une tentative de meurtre et encore pire, une tentative d'assassinat. Tu cherches à minimiser ton rôle au maximum. L'enquête devra faire le tri. En attendant, c'est bien pour une tentative d'assassinat qu'il est mis en examen. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui nous fait Ondelat aujourd'hui? Il n'a rien de plus à nous raconter qu'une tentative de meurtre. Un type qui a failli mourir mais qui n'est pas mort. Il est devenu zinzin. Ou alors il a plus de crimes à raconter. Il a fait le tour, c'est fini. Il fait les fonds de tiroir. Bientôt, il va être réduit à nous raconter les chiens écrasés. Minute, papillon, minute. C'est pas fini, c'est pas fini. Y a pas un truc qui vous chagrine à ce stade, commissaire Moulin de sous-préfecture? Le chagrin d'amour, l'envie de se venger, ok, pourquoi pas, ça peut se comprendre. Mais alors, quand les flics vont l'arrêter chez lui dans les Landes à Souston, pourquoi est-ce que dès qu'il les voit, Tellier jette-t-il les clés de la BM de sa copine Annick qu'il lui a prêtée dans un buisson? À Angresse, dans les Landes, il se trouve qu'une amie de cette Annick, Corinne, est un peu inquiète. Ça fait plus d'une semaine qu'elle n'a pas de nouvelles de sa copine. Elle est passée plusieurs fois devant chez elle, les volets sont fermés, et sa voiture, sa BM, n'est pas là. Alors elle finit par aller en toucher un mot aux gendarmes. Et alors, si vous voulez bien aller voir chez elle, j'ai un double des clés. Si vous voulez, je vous les donne. Le samedi 12 décembre 2009, en début d'après-midi, les gendarmes pénètrent chez Annick Lamarque, à Angresse dans les Landes. Oh, dis donc, tu sens l'odeur? Et ils trouvent Annick Lamarque, morte, dans son salon. Regarde les traces sur sa poitrine. Elle a été tuée à coups de couteau, hein. 9 coups de couteau, majoritairement dans le dos, dont un coup si violent qu'il lui a brisé une côte. Un massacre. Voyons ce qu'en dit le légiste. Alors, je dirais que la mort remonte au 7 décembre, c'est-à-dire il y a 5 jours. Longueur de l'arme utilisée, docteur? Un couteau. Un couteau avec une lame de 15 à 20 cm. Elle s'est défendue, docteur? Non, a priori, je ne vois strictement aucune marque de défense. Donc, hypothèse, elle connaissait son meurtrier. Elle ne s'est pas méfiée, il l'a attaqué par surprise. Hypothèse confirmée par la présence de 2 bouteilles de bière sur la table basse. Sur la scène de crime,
On ne trouve ni empreinte digitale, ni ADN. Le tueur a manifestement fait le ménage. Il a aussi fermé les volets lui-même et débranché le téléphone. Et assez vite, les gendarmes pensent à Fabien Tellier. Parce que je vous ai expliqué qu'à Albi, ce sont des policiers qui enquêtent sur l'agression de François Garcia. Et quand ils sont venus dans les Landes, en zone gendarmerie pour l'arrêter, ils ont forcément collaboré avec les gendarmes du coin. Et donc les gendarmes sont au parfum, des clés, de la BM, tout ça. Résultat, ils préviennent illico les flics d'Albi. D'autant que la copine Corinne leur confirme assez vite qu'Annick connaissait Fabien Tellier. Elle était veuve, Annick. Son mari est mort il y a 9 ans. Et c'est vrai qu'elle allait sur les sites internet. Et je pense que c'est là qu'elle a connu Fabien. Il est devenu son amant, enfin, de temps en temps. Et vous le connaissez? Oui. Je l'ai vu 2-3 fois chez Annick. C'est un bel homme, hein. Et sympathique. Et bon, il l'aidait à faire quelques travaux dans la maison. J'avoue que j'ai quand même du mal à croire que c'est lui. Le 21 décembre, Fabien Tellier est extrait de sa cellule et il est placé en garde à vue pour la mort d'Annick Lamarque. Vous saviez, monsieur Tellier, que votre ami Lamarque Annick, qui vous a soi-disant prêté sa BMW, était morte? Oui, je le savais. Et comment le saviez-vous? Je suis allé chez elle. Elle n'allait pas bien du tout, alors j'ai essayé de la consoler. Et puis à un moment, elle s'est levée. Elle est allée à la cuisine, elle a pris un couteau. Et elle s'est donné plusieurs coups de couteau. Et moi, quand je m'en suis aperçu, elle m'a dit « Fabien, achève-moi, je t'en supplie ». Et j'ai fait comme elle a dit. Je lui ai donné un dernier coup de couteau dans le dos. Oh là là! Il fallait la sortir, celle-là. Quel mytho! Les gendarmes lui font remarquer que son histoire ne tient pas debout, et il finit par en convenir. Bon. D'accord, c'est moi. C'est moi qui l'ai tué. Ce jour-là, je voulais absolument aller à Albi pour retrouver Marie. Je voulais qu'elle me prête sa BMW. Alors elle m'a invité à boire une bière. J'ai commencé à lui raconter que j'étais tombé en panne, que j'avais absolument besoin qu'elle me prête sa voiture parce que je devais absolument me rendre à Albi pour voir Marie. Parce qu'elle est la femme de ma vie. Mais elle n'a pas voulu. Elle m'a tendu un billet de 50 €, elle m'a dit d'y aller en train, mais moi ça m'a fait comme un flash parce que Marie aussi, quand elle m'a quitté, elle m'a proposé de l'argent pour que je rentre chez moi en train. Et donc je me suis mis à trembler, je suis allé dans la cuisine, j'ai pris un couteau, je l'ai caché derrière mon dos, et puis je suis revenu au salon, et je l'ai frappé à plusieurs reprises. Combien de fois? Je me souviens plus. Et après j'ai pris les clés, les papiers de la voiture, et j'ai fermé les volets, et je suis parti. C'est dingue! Il aurait donc tué sa copine Annick uniquement par amour pour sa Marie. Une dinguerie absolue. Le procès de Fabien Tellier s'ouvre le 2 avril 2012 devant la cour d'assises de Mont-de-Marsan. Il est jugé pour meurtre et tentative d'assassinat. Et ce qui est assez troublant, c'est que le premier jour, des tas de gens viennent dire que c'était un mec sympa. Il était très gentil. Et travailleur, vous savez. Vous auriez imaginé qu'il puisse tuer? Ah non, absolument pas. Et lui raconte à nouveau quel a été le déclic du meurtre. On a discuté, on a bu, je lui ai demandé plusieurs fois sa voiture, elle a refusé, j'arrivais pas à me faire entendre. Elle était dans ses problèmes à elle. Et ce refus,
C'était trop, quoi. C'était trop. Et tout ça uniquement par amour pour sa mari. L'un des gendarmes qui a mené l'enquête vient à la barre. L'accusé n'était peut-être pas tout à fait déconnecté de la réalité. Hein. Avant de partir au volant de la BMW, il verrouille la maison. Il est choqué, mais pas assez pour oublier de fermer les volets, d'éteindre la lumière, de prendre le portable de sa victime. Alors c'est peut-être un amateur, hein, mais c'est un amateur réfléchi. On peut même se demander si c'est pas un calculateur. Elle témoigne, bien sûr, cette Marie, par visioconférence. Et un juré lui demande « Qu'est-ce qu'a représenté pour vous Fabien Tellier? Vous l'aimiez ?» Je sais pas. L'expert psychiatre qui a été amené à l'examiner vient à la barre. Il donne l'impression de ne pas assumer ses responsabilités. Il présente ce que l'on appelle un flou mnésique. Soit c'est une attitude stratégique, utilitaire comme on dit, qui l'amène à ne pas évoquer ses motivations réelles, soit il s'agit d'un problème émotionnel qui l'amènerait à refouler une partie de la réalité hors de sa conscience. Car cette réalité, évidemment, est difficile à accepter. L'avocat de la famille Lamarque, Maître Fouquet, se lève. « Monsieur Tellier, le visage de Madame Lamarque, vous l'avez gravé à la pointe d'un couteau sur une tombe où on peut lire « Annick Lamarque, 51 ans, est morte parce qu'elle n'a pas voulu donner ses clés de la BMW. » Eh bien non, on ne peut pas y croire. Et face à l'absence d'explication, on se dit que peut-être ces faits se sont passés d'une manière moins psychologique que vous ne l'expliquez doctement. L'avocat général réclame 25 ans et arrive la plaidoirie de l'avocat de Tellier, Maître Decaune. Marie, il l'aime avant même de la voir. Il se lance dans cet amour qu'il a prédécidé. Il l'a prise comme une drogue qui est devenue très vénéneuse. Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte. On présente souvent les victimes de viol sous la forme d'hommes ou de femmes fragiles. Or, celui dont je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui est un colosse. Un colosse de 100 kilos, rugbyman, fier, solide. Il révèle aujourd'hui dans un livre, Le colosse aux pieds d'argile, chez Michel Lafon, que quand il était enfant et adolescent, il a été violé par un homme de son village, dans les Landes. Ce colosse s'appelle Sébastien Bouey. Voici son histoire écrite avec Simon Veil, réalisation de Céline Lebras. Europe 1. Christophe Ondelatte. D'aussi loin que je me souvienne, mon enfance, enfin ma première enfance, a été heureuse. Avec ses épreuves, bien sûr, et ses difficultés, mais avec de l'affection. C'est ça qu'on retient. Mon père s'occupe des parcs-mètres de la ville de Dax. Et ma mère est agent d'entretien dans un lycée de la ville. 2 fonctionnaires. Au début, on habite dans un HLM à Dax, et ensuite dans un petit village, à 11 kilomètres, Tétueux, en face des arènes. Et voilà, je passe mon enfance à courir les bois, les champs, les mares, les ruisseaux, les étangs. La vie se déroule au rythme des réunions de famille, plus ou moins heureuses, parce que du côté de mon père petit, j'assiste à de ces bagarres. Mon père, ses frères, bim, bam. Aujourd'hui, je n'en garde que des images folkloriques, mais bon. Du côté de ma mère petit, il y a une figure tutélaire. Mamie André, émigrée du Nord vers les Landes, le matriarcat ch'ti. Elle a été caissière au PMU à Dax. Elle en a gardé une légère addiction au jeu. Alors quand on va la voir, « Té, je t'ai pris ça au bureau de tabac. Un tac au tac. Tu le gratteras à la maison. Et là, j'ai un astro poisson. » Elle est toujours de bonne humeur, mamie André. Une sorte de reine-mère qui trône dans les réunions de famille. Pour nous, c'est un point central. Parce que nos parents sont, disons, asymétriques.
Ma mère, très maman poule, et mon père, peu démonstratif, hein. C'est à elle qu'on fait les bisous le soir, jamais à lui. Lui, il m'a élevé non pas à la dure, mais à l'ancienne, avec des gifles, dont certaines que j'ai sans doute méritées, hein, et des coups de martinet. Je n'ai pas été plus maltraité que d'autres, mais disons que ça n'a pas créé des liens de confiance. D'autant que ma sœur, 4 ans de moins, elle, n'avait pas droit au martinet. Moi, si je voulais quelque chose, je devais le gagner. « T'es va passer la tondeuse, t'es ? On verra après. » Alors qu'elle, elle obtenait tout sans effort. J'ai toujours eu le sentiment que rien ne m'était offert. J'en garde une certaine rancœur. Et en même temps, si je veux être honnête, hein, comme j'ai appris très tôt à ne compter que sur moi, ça m'a aidé à surnager, plus tard. Bref, je me construis comme un rude gaillard du sud-ouest. Dur au mal, un brin retors, malin, mais généreux. Des qualités essentielles dans un domaine chez nous, le rugby. À 5 ans et demi, un cousin qui me voit trapu et vif m'amène tâter du ballon ovale à Saint-Paul-les-Dax. C'est une révélation. Et avec Mamie André, le rugby devient ma seconde béquille. C'est celle qui m'aidera à rester debout. Plus tard. À 9 ans, comment dire, je suis déjà porté sur le sexe. Pourquoi ? Ma psy pense qu'un événement a pu influencer ma construction sexuelle. À 4 ans, j'ai été victime d'un exhibitionniste. J'étais dans ma poussette. Il m'a montré son sexe. Et c'est peut-être pour ça qu'à 9 ans, j'embrasse ma première copine à l'école. Jessica. Je suis un petit dragueur. C'est à cet âge à peu près que j'entre à la clique du village. La clique. C'est comme ça qu'on appelle la fanfare chez nous. J'y vais parce que, y a rien d'autre à faire, et parce que les copains y jouent. Au début, on me colle un clairon dans les mains. Et ensuite, vu mon coffre, un corps de chasse. La clique, c'est Criquet qui la dirige. C'est un cousin par alliance. C'est une sorte d'agent d'ambiance du village. Un type toujours de bonne humeur. Chez nous, on appelle ça une vedette. C'était une sacrée vedette. Criquet. La clique, pour moi, dans ce monde traditionnel dans lequel je vis, qui est rude, festif, machiste, c'est à peu près la seule chose qui fasse appel à ma sensibilité, à autre chose qu'à ma virilité. Début août 1989, je vais avoir 11 ans, et à Tétieux, c'est la fête au village. Elle dure 4 jours, avec un programme immuable. Monument aux morts, défilé de la clique, ensuite course de vaches, repas champêtre, et bodega animé par Criquet. Et donc me voilà dans ma tenue blanche avec mon béret vert qui défile avec les autres au cordeau. Le soir venu, vers 23h, Criquet vient me voir. « Ça te dirait d'aller voir s'il y a du gibier au bois de l'Ayette ?» Si ça me dit bien sûr. C'est un truc qu'on fait souvent le soir. Une sorte de tradition. On va dans un chemin forestier, on attend que ça se calme. Et là, on voit un lapin. Ou on entend un sanglier détalé. Ou plus rarement, on voit un chevreuil. J'y suis souvent allé avec Criquet. Mais ce soir-là, on va vers la voiture. « Dis donc, Sébastien, ton père m'a dit que tu étais bien monté, hein ?» Et là, j'esquive. Je fais comme si j'avais pas entendu. Comment mon père a-t-il pu lui parler de ça ? On ne parle jamais de sexualité en famille. Quand on arrive dans le bois, je descends de la voiture et là, je vais faire pipi. Il arrive derrière moi. Il attrape mon sexe. Voyons voir si c'est vrai. Ce qu'il m'a dit ton père. Et là, il me masturbe. J'ai le souffle coupé. Mon souvenir, c'est une paralysie, une incapacité à penser, et donc à agir ou à réagir. En tout cas, ça me paraît long, très long, même si ça n'a sans doute duré qu'1 ou 2 minutes. C'est un secret entre nous ?
Ce soir-là, je suis rentré. Je n'ai rien dit. Je suis allé me coucher et j'ai vécu la première de mes nuits blanches. Avec la clique, on répète dans les arènes. Et après, en général, on va boire un coup à Bugloz, au bar des Pèlerins. Mais à 11 ans pour y aller, il faut que je demande à mes parents. Y a Criquet qui est avec vous? Non, si tu vas avec lui et que tu rentres avec lui, d'accord, hein? Et un soir, en rentrant de Bugloz, On va aller voir s'il y a du gibier. immédiatement j'ai la boule au ventre. Il arrête sa voiture dans le bois. Il éteint les phares. Je me souviens de la buée sur le pare-brise. Il me pose la main sur la cuisse. Je le repousse. Alors il se penche vers moi. Et il m'embrasse. Sa barbe qui pique. Le goût de la clope. Et là, il se penche plus bas. Il me fait une fellation. Je peux rien faire. Je suis comme un objet. Je suis comme les arbres autour. Et après, il me ramène à la maison, sans un mot. Et il va boire le café avec mes parents. Et moi, je vais aux toilettes. Et je vomis. Et ensuite, je vais dans la salle de bain. Je me passe un peu d'eau. Et je pleure face au miroir. Et ensuite, je vais les rejoindre à table. Et je ris aux blagues et aux histoires de Criquet. Si je ne suis pas joyeux, ils vont soupçonner quelque chose. Ces virées nocturnes au bois de l'Ayette ont continué. Et progressivement, il m'a obligé à lui faire des fellations. Et après, toujours, c'est lui qui m'en faisait une. Et un jour, si j'avais dû mettre un mot là-dessus à l'époque, j'aurais peut-être employé l'expression « faire pipi du lait dans la bouche ». Enfin, un jour, ça m'est arrivé. À moi aussi. Et après, quand j'y arrivais pas, ça l'énervait. Alors moi, je pensais à une fille, pour abréger l'horreur. Mon village est devenu ma prison à ciel ouvert, dans lequel ma famille, mes copains, mes voisins sont comme des étrangers. Je crie à l'intérieur, mais ils n'entendent pas. Ils continuent leur train-train. Et moi, j'ai peur. J'ai peur que d'autres copains du village aillent voir s'il y a du gibier et qu'ils nous surprennent. J'ai peur qu'ils pensent que je suis consentant. J'ai peur qu'ils me prennent pour un homosexuel. Un rugbyman, c'est pas pédé. Malheureusement, personne ne nous a jamais surpris. Et en classe, de moyen, je deviens passable. Et après, je glisse vers cancre. Je redouble ma 5e. On m'oriente vers une 4e techno. On me met avec ceux dont on ne sait pas quoi faire. Du coup, quand j'ai 13 ans, je me construis une image de tombeur. Pour compenser, pour rester un ado au-dessus de tout soupçon. L'été de mes 13 ans, à la fête de Tétieux, avec mon copain Mathieu, on a négocié de dormir sous la tente, dans le jardin. Et c'est là, un soir, que je connais ma première fois avec une fille. Une fille de 18 ans, mais je n'en ai pas profité. Hein. Je me suis dépêché de faire mon affaire. Et après, j'ai couru voir Criquet, et je lui ai dit « Ça y est, je l'ai fait, je suis pas pédé !» Je me suis révolté. J'ai bravé son emprise. Il me l'a bien fait payer. À 15 ans, je quitte l'école. Je ne finis même pas ma 4e. Je pars en apprentissage, un CAP de magasinier chez Destribats, le spécialiste de la pièce détachée auto et poids lourd, à Dax. Je veux travailler. Je veux devenir autonome le plus vite possible. J'y suis resté 22 ans. Avec le rugby, cet emploi m'a sauvé. Il m'a gardé en vie. C'est aussi à cette époque que mon père quitte la maison. Il nous abandonne.
Et ma mère sombre dans la dépression et parfois l'alcool. Et moi? Moi je sombre aussi. J'ai maintenant 18 ans. Et je traîne dans un bar, à Dax. Et à l'autre bout du zinc, je m'aperçois que 3 gars parlent de moi et me dévisagent. Je comprends vite que ce sont des homosexuels. Ils me draguent. Je leur dis d'arrêter une fois, mais ils continuent. Alors j'y retourne et là, bam! Je casse 2 dents au premier. Et le nez et les lunettes du deuxième. Et le troisième s'enfuit dans les toilettes, je le rattrape et bam, 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 je lui balance 3 coups de poing. Et je retourne finir ma bière, tranquille, avec le sentiment du devoir accompli. Et là déboulent 4 policiers avec un chien. Mais pourquoi vous avez fait ça? Mais ils m'ont maté. Ils me draguaient. Mais enfin, on ne démonte pas 3 gars comme ça, juste pour un regard, pour un sourire. Alors pourquoi vous avez fait ça? Là, j'ai l'occasion de parler, de révéler les vraies raisons de ma fureur. Mais non, j'invoque la séparation de mes parents. Mon autre déviance, à cette époque, c'est l'alcool. Je prends des cuites depuis l'âge de 12 ans. Ricard, gin, shooter, bière. Fort dans la bagarre, fort face à l'alcool. Il faut dire que chez nous, il y a une acceptation sociale de l'alcool. Un jeune rugbyman vient s'accouder au bar et commande des tournées d'alcool fort. C'est admis. Dans mes déviances à l'époque, il y a aussi le jeu. C'est Bébert, un copain de rugby, qui m'initie. À 22 ans, il me fait entrer pour la première fois dans un casino. Une sorte de maison close où les prostituées clignotent. La première fois, évidemment, je joue 50 francs et j'en gagne 100. Et après, j'y passe tous mes week-ends. Et bien entendu, j'y laisse des sommes importantes, bien au-delà de ma paye. Alors, je vends ma Peugeot 306 Turbo Diesel 40 000 francs. Et je les claque dans la semaine. Il a fallu que je me fasse interdire de casino pour m'en sortir. Je suis aussi accro au sexe. Je trompe toutes mes copines et toutes mes compagnes entre mes 14 ans et mes 35 ans. À cette époque, mon deuxième métier, c'est menteur. Et le rugby me fournit un nombre inépuisable d'ouvertures et de chances de conclure. Oh, il n'y a rien de romantique là-dedans, hein. Les rapports que j'ai avec les femmes sont bestiaux. Pas de préliminaire, une pénétration rapide, un besoin égoïste de domination, avec un goût appuyé pour la sodomie, que je pratique comme un acte punitif. Et après? Plus rien. On s'est pas dit grand-chose avant, on n'a plus rien à se dire après. Il m'arrive parfois d'enchaîner 2 rendez-vous entre midi et 2. Et celles qui s'attachent sont aussitôt rayées de ma liste. Tout ça m'emmène aux limites de l'effondrement nerveux et émotionnel. L'impression d'avoir la tête dans un sac plastique et de chercher de l'oxygène. Quant au rugby, même si ça a été une béquille essentielle, un compagnon de ma traversée en solitaire, ça a aussi été un terrain de déviance. Toujours plus fort, toujours plus dur, toujours plus mal. Le signe d'un besoin éperdu de reconnaissance. À 18 ans, je joue en Fédéral 1, la 3e division, à Saint-Paul-les-Dax. Je suis un combattant besogneux, infatigable. À l'époque, je suis 3e ligne. Je n'ai qu'une idée, exploser l'adversaire. Je ne cherche pas à développer un talent, une dextérité. Mon domaine, c'est le combat, le corps à corps. Et ça s'aggrave quand je deviens talonneur. Je me retrouve au centre de la première ligne, au cœur de la bagarre. À l'été 2005, j'ai 28 ans, et je rencontre Corinne, et ça colle. Je sens monter, sans trop y prendre garde, le picotement des sentiments. On est en vacances dans le sud de l'Espagne, et on s'est fait tatouer un Indalo, tous les deux, sur la cheville. Et on est sur l'autoroute, en train de remonter vers la France. Et là, une grosse BMW nous percute par l'arrière. Corinne est gravement blessée. On passe une semaine côte à côte tous les deux à l'hôpital de Madrid. Et on sort de là amoureux.
2 ans plus tard, au pied de la tour Eiffel, je m'agenouille. Corinne, est-ce que tu veux être ma femme? Et elle dit oui. Et on se fiance. Et naturellement, Criquet, qui n'a pas disparu du quotidien de ma famille, même s'il ne me touche plus depuis mes 16 ans, Criquet est là. Depuis quelque temps, j'ai du mal à supporter sa présence. Et je commence à le montrer publiquement. Un jour à la piscine, par exemple, à Souston, il se cogne la tête sur le rebord. Il aurait pu se tuer. Et moi, j'éclate de rire. Un rire libérateur, ostentatoire devant toute la famille. En juillet 2008, on se marie. Et pour Corinne, ses copines ont organisé un défilé de mode. Et qui retrouve-t-on déguisé en Geneviève de Fontenay? Criquet. Comme à son habitude, il faut qu'il se trouve au centre de toutes les attentions. Je reste souriant, mais ça me gâche ma joie. J'ai l'envie d'aller chercher un fusil et de lui tirer dessus devant tout le monde. Ça n'est pas arrivé, hein? Mais ça aurait pu. Ça fait des années que j'y pense. Après notre voyage de noces, mon oncle se marie. Et une fois de plus, Criquet est là. Et dans la soirée, il s'approche de moi. Dis Sébastien, est-ce que tu peux passer demain à la maison? Faut qu'on discute. Le lendemain, j'arrive chez lui. Il me regarde. Et voilà. Je m'excuse pour ce que je t'ai fait. J'aurais jamais dû faire ça. C'est pas bien, j'espère que tu vas pas porter plainte. J'ai pas l'intention de porter plainte. Je veux plus en entendre parler. Mais tu me garantis que je suis seul. Ah oui. Oui, je te le promets. Tu es seul. Deux mois plus tard, j'ai organisé une fête pour mes 30 ans. Je rentre du travail. Je trouve Corinne en larmes. Assieds-toi. J'ai quelque chose à te dire, Sébastien. Voilà, je voulais te faire la surprise, j'ai invité Mathieu, ton ami, à ton anniversaire. Il m'a dit qu'il viendrait à une seule condition. Il viendra que si Criquet n'est pas là. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il l'a violée, Sébastien. T'as pas l'air étonné. Je noie le poisson une dernière fois. Je passe une nuit blanche, une de plus. Et le lendemain, moi aussi j'ai été violé par ce bâtard. Et là, elle me répond, eh bien moi j'ai subi des attouchements de mon grand-père. Et là je me dis, putain, ils vont tous la soutenir, et moi je vais me retrouver tout seul, à devoir me débrouiller. J'appelle mes parents. Vous pouvez venir à la maison? Pour 18h. Et les voilà, tous les 4 face à moi. Mon père et sa compagne, et ma mère et son compagnon. Voilà. Corinne a voulu me faire une surprise. Elle a invité samedi Mathieu à mon anniversaire. Mais il a dit qu'il venait que si Criquet ne venait pas. Parce que Criquet l'a violé. Et ben moi je voulais vous dire que moi aussi, Criquet, il m'a violé. Ma mère éclate en sanglots. Et mon père veut prendre le fusil et lui régler son compte. Et, attendez, la victime ici c'est moi. C'est ma vie. Vous faites rien. C'est moi qui décide du timing. Et là, on discute. Et j'apprends que ma mère et mon père étaient au courant pour Mathieu. Tout le village était au courant. Je suis en furie. En furie. Et le lendemain, j'apprends que le 3e larron de notre bande, lui aussi, a subi des attouchements de la part de Criquet. 3 copains, 3 victimes. Et donc, j'ai poussé la porte de la gendarmerie. Bonjour, je viens pour porter plainte. Oui, bonjour. Et plainte pourquoi? Plainte pour viol. Et là, je vois les yeux du gendarme à l'accueil qui s'écarquillent.
Il a en face de lui un rugbyman de 96 kilos en pleine forme. Comment s'imaginer qu'une masse de muscles puisse être la victime? Il doit se demander si je ne suis pas l'auteur. Je suis la victime, hein? Je suis reçu par un capitaine. Ça dure 2 heures. Et en sortant, je me sens bien. Et Mathieu décide à son tour de porter plainte. 4 ans plus tard, Criquet est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Il a été libéré après 4 ans et 8 mois de prison. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.